Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, on se retrouve pour parler non pas des décisions politiques désastreuses de Trump, ni du détroit d'Ormuz qui est toujours fermé, ni du prix de l'essence qui est à son plus haut depuis au moins 40 ans. Non, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de la triche sur Counter-Strike. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Stop! Mais reculez votre pied, vous verriez bien que vous marchez sur la Et lune. déjà, pour parler de la Voilà. triche sur Counter-Strike, il va falloir que je vous présente les différents types de triche qu'il existe. En fait, quand on parle de triche, je pense que la plupart des gens pensent à la toupie, fameuse toupie. Je crois que ils appellent ça le rage bot, comme ça. Je vais vous donner tout de suite un exemple assez concret. Vous comprenez de quoi je parle. Je pense que c'est le mieux. Pour ça, je vais aller dans mon historique YouTube. Mon historique. Une des toutes premières vidéos que j'ai faites de Counter-Strike, qui était pour dénoncer l'inutilité du VAC, du Valve Anti-Cheat, qui était juste inefficace alors qu'on nous annonçait un VAC 2.0. Maintenant, on doit être au 3.0, j'en sais rien, et c'est toujours pareil. Donc, je vais vous montrer. On va repartir sur cette vieille vidéo de ma chaîne, où je reprends comme à mon habitude une démo d'un joueur en me mettant sur lui. Donc, quand on parle de cheat, effectivement, tout le monde a ça en tête, un peu la personne qui bunny hop. Là, il fait pas les loopings, hein. Il fait pas les ronds, mais je pense que c'est assez clair que techniquement, c'est pas possible. Voilà, mais je suis persuadé que parmi vous, il y aura encore des personnes qui me diront que cette personne est complètement légitime, bien sûr, qu'il ne triche pas, que c'est purement du game sense, bien sûr, 100% game sense. C'était juste pour l'introduction que je voulais vous montrer ça. Bien sûr, on va voir d'autres vidéos ensemble pour illustrer les différentes triches que l'on peut trouver. Je ne sais pas si vous passez par là. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis ou en tout cas avoir un chiffre, une estimation, en tout cas. Quel pourcentage de parties vous tombez sur un cheater? On va dire une partie sur 3, une partie sur 4, une partie sur 10. Moi, j'aimerais votre avis là-dessus. Ça m'intéresse, sachant que moi, je dois être à une partie sur une. Oh, j'exagère, mais une sur deux, en tout cas. J'ai un tricheur. Donc, on va partir, on va faire des grands sous-titres. Dans la partie 1, on va parler un peu de toutes les formes de triche et on va commencer par l'assistance au tir et à la visée. Et forcément, on va parler du M-Bot. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est un programme qui va vous permettre de viser directement dans la tête avec quasiment 0 milliseconde de latence, quoi. Un peu comme on vient de voir dans la vidéo, sauf que probablement sur la vidéo, c'est un tir automatique. Et je pense que la personne n'a même pas besoin d'appuyer sur un bouton. C'est un tir automatique qui se fait en fonction de si l'adversaire apparaît sur son visuel ou pas. Donc ça, c'est le M-Bot. Donc on va avoir d'autres formes aussi qui va être le Legit Bot, le Soft M-Bot. Donc ça, c'est des visées plutôt assez subtiles. En fait, c'est quand une personne a du coup dans son champ de vision, comment dire, le joueur adverse. Donc ça va tirer en fait dans la tête. Et concrètement, ça va être moins instantané en fait que le bot que je parlais avant, qui est plutôt un hard M-Bot ou un M-Bot. Donc, comme on a pu voir sur la vidéo, là, ça va être un petit peu différent. Ça va être plus, comment dire, la visée qui va se décaler progressivement sur la tête ou sur une partie du corps de l'adversaire, mais en restant vraiment fixé sur une partie précise et qui va tirer de façon automatique. Là encore, on doit avoir des exemples de tirs, mais là, on peut voir effectivement que la visée, voilà, il y a une toute petite partie, je ne sais pas si on arrive à le voir sur la vidéo. Concrètement, il faudrait passer vraiment la vidéo au ralenti pour vraiment bien voir ça. Mais quand la personne va pour tirer, on voit que le crosshair n'est pas complètement sur la tête et le crosshair va se déplacer de façon assez
assez smooth, hein, assez léger, on va dire, presque comme si c'était naturel, mais ça ne l'est pas, sur la tête et tiré de façon automatique. Donc si on passe là, hop, c'est vraiment un tout petit mouvement qui se fait sur le côté comme ça, de façon assez linéaire, assez fluide et qui vient tirer dans la tête. On va avoir le Silent Aim, le viseur qui ne bouge pas à l'écran du tricheur, mais des balles qui partent tout droit dans l'adversaire. Et ça, c'est effectivement invisible sur les démos locales. On a le Trigger Boat, donc ça, c'est un tir automatique. Et en fait, dès que l'ennemi croise le viseur, hein, ça, c'est le Trigger Boat. Donc on va avoir aussi le Control System RCS. C'est une contrôle parfaite du spray, parce que comme vous savez, chaque arme sur Counter-Strike a son pattern bien défini qu'il faut apprendre pour maîtriser le spray. Quand vous restez appuyé avec une mitraillette sur le bouton de tir, pour avoir les balles qui vont toujours au même endroit. Donc effectivement, ça, il y a aussi des softs ou même des systèmes hardware qui vont vous permettre d'avoir une visée parfaite qui va tout droit. Donc ça, pareil, c'est aussi de la triche. Ensuite, on va avoir une autre famille dans les systèmes de triche. On va avoir les systèmes d'information, de vision. Donc dans ce répertoire-là, on va trouver le Wallach, le fameux Wallach, qui en fait rend transparent les murs. Ça, c'est le Wallach. On va avoir l'ESP, donc Extra Sensory Perception. Il va juste, lui, appliquer des boîtes autour du personnage ennemi. Il va permettre d'avoir la barre de vie, notamment l'arme que la personne porte, la distance de la personne, le montant de dollars et le statut du kit de désamorçage, donc s'il a un kit ou pas. On va avoir aussi le Radarak. Ça, malheureusement, c'est, je pense, le cheat le plus difficile à détecter. Dans les démos que moi, je télécharge quand j'ai des doutes, je trouve que c'est très difficile à détecter parce que les personnes, concrètement, ils ont un radar. Ils ont une espèce de mini-map qui va s'afficher sur l'écran d'un PC secondaire qui va leur permettre de savoir où sont les adversaires. Mais le Radarak, c'est difficile à repérer parce que les personnes ne voient pas sur leurs écrans l'adversaire directement, contrairement à l'ESP, par exemple. L'ESP, le fait d'utiliser un ESP, quand on va voir une démo de quelqu'un qui a un ESP, concrètement, on va le voir, il aura tendance à vouloir viser son ennemi à travers des murs, ou en tout cas à viser à travers des objets où normalement il ne peut pas voir à travers. Le Radarak, c'est différent. C'est-à-dire que lui, il voit où est la personne sur son radar, mais il ne peut pas dire si, par exemple, la personne elle est en hauteur ou elle est à même le sol, par exemple. Ça, elle ne peut pas dire. Elle ne peut pas vraiment savoir. Pour avoir analysé 2-3 démos, le Radarak, ça va se voir quand les personnes ont tendance à contourner toute la map, par exemple, en évitant tous les ennemis et en venant, par exemple, de cutter par derrière de façon répétitive sur un match. C'est des moves qui sont rarement réalisables en fait sans Radarak. Surtout plusieurs fois dans une partie, c'est improbable. Donc, si vous voyez un adversaire qui plusieurs fois vous prend par surprise dans le dos dans un match, probablement il a un Radarak. Va y avoir d'autres choses, mais là on va vraiment rentrer dans des choses qu'on va pas forcément voir de notre côté au quotidien, parce que je pense que c'est beaucoup plus poussé. C'est le backtrack. C'est l'exploitation en fait de la compensation de lag du serveur qui permet de tirer sur la position passée d'un ennemi plus ou moins à 200 millisecondes en arrière et de valider la touche. Donc ça, c'est vraiment de la manipulation de réseau. Je pense pas que ça soit vraiment quelque chose qui soit beaucoup utilisé. Contrairement au Radarak, par exemple, qui est vraiment quelque chose qu'on peut voir de façon assez quotidienne, ou l'ESP ou le Wallach, qui sont plutôt des triches qui sont assez récurrentes sur Counter-Strike. On va avoir aussi l'anti-aim, le Spinboat D5. Donc ça, c'est la modélisation des angles de vue envoyés au serveur. Ça tourne dans tous les sens ou s'enfonce dans le sol, rendant les Xbox quasi impossibles à toucher. Donc ça, je suis pas sûr que ça soit pas utilisé. C'est vrai que souvent, quand je joue contre une personne, un tricheur, je remarque que souvent, il est beaucoup plus difficile de lui mettre un headshot qu'une personne ordinaire. C'est probablement lié à ça.
Il y a le Rapid Fire, le Rapid Trigger Exploit. Donc ça, c'est une exploitation des tics du réseau pour tirer plusieurs balles en une frame. Sachant que je crois que les tics, en gros, c'est le nombre de fois que le réseau, par seconde, va faire une mise à jour des événements, quoi. Alors, triche, système et matchmaking. Donc ça, on va savoir que c'est quelque chose que vous allez retrouver souvent, sur Faceit notamment. C'est des comptes secondaires de gens qui ont un très très bon niveau et qui vont se mettre exprès à bas niveau pour venir troller votre game et concrètement vous anéantir parce que ces gens-là ont un niveau qui est tellement bon. C'est sûr que quand vous jouez à niveau 1, 2, 3, 4, enfin, et que ces gens-là, ils ont des niveaux en fait qui correspondent à un niveau 10, c'est injouable. C'est injouable et c'est facilement reconnaissable parce que c'est des gens qui ont souvent des taux de victoire très très importants et très très peu de matchs. Donc si vous voyez par exemple que vous jouez contre quelqu'un qui sur ses statistiques Faceit, et je dis bien sur Faceit parce que Valve ne sanctionne pas le smurfing. Si vous voyez que effectivement la personne a beaucoup de victoires et très très peu de games, il faut tout de suite en fait le signaler à Faceit qui en général font le nécessaire, contrairement aux cheats où là ils ne font quasiment rien. On a un truc qui s'appelle Boosting et Vertigo Boost. C'est a priori c'est une utilisation de bots ou d'ordinateurs virtuels pour faire monter un compte en premier rating sans jouer. Donc ça va être concerner plutôt les fermes de minage de caisses, quoi. Concrètement, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, il y a des espèces de fermes d'ordinateurs, notamment en Chine, mais sûrement pas que, où des bots sont utilisés pour jouer de façon continue 24/24 pour juste farmer des caisses et revendre les objets ou revendre les caisses pour faire de l'argent. On va avoir le radar, le WebShare Radar. C'est une interception en fait des paquets réseau envoyés à un second appareil pour avoir les positions des joueurs sans toucher au PC principal. Donc là, on est dans un système, on va dire, tierce. Mais on est à quelque chose d'assez équivalent du Radarac, sauf que c'est juste le système, la façon dont les données sont exploitées qui sont un peu différentes. C'est plutôt un site internet tierce qui exploite les données du réseau, tandis que le Radarac, ça va être plutôt la mémoire de votre PC qui est utilisée sur un PC secondaire. C'est à peu près tout ce que ça change. Partie 2, donc là on a fait la partie 1 sur les différentes formes de triche, et là ça va être plutôt au niveau des différents matériels et logiciels utilisés par les cheaters. Certains tricheurs utilisent des softwares, donc plutôt des applications. Concrètement, on va avoir l'internal cheats, qui est l'injection directe dans le processus, donc CS2. En fait, c'est un logiciel qui va utiliser des données directement à partir de counter. Alors, je pense que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins parce que c'est aussi facilement détectable par l'anti-cheat. On va retrouver plus souvent, ça va être les appellent external cheats, donc c'est des programmes tiers qui permettent d'écrire dans la mémoire de CS2 à l'extérieur. Donc ça, c'est plus souvent, c'est un peu plus difficile à détecter. On va avoir le kernel level driver, donc ça, c'est un logiciel qui est vraiment au niveau 0 de Windows, à la même profondeur que l'anti-cheat, par exemple. Je suis sûr qu'il y a des solutions logicielles qui sont beaucoup utilisées, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup dans des solutions matérielles et c'est la deuxième grande partie des solutions qui existent à l'heure actuelle. On a les cartes DMA, donc ce sont des espèces de petites cartes qui s'insèrent au niveau PCI Express dans un PC et qui permettent en fait de lire la RAM, la mémoire de la RAM directement, sans passer par le processeur ni le système d'exploitation, et en fait qui envoie ces données directement sur un deuxième PC qui lui va s'occuper en fait de gérer, de récupérer ces données et éventuellement pour vous de les exploiter. On va avoir l'HDMI Fuseur Hardware Overlay. Donc ça, c'est pareil, c'est des données qui sont récupérées sur le signal vidéo de votre PC, qui sont utilisées pour mettre par-dessus votre visuel des informations que vous ne pourriez pas avoir autrement. J'ai appris récemment qu'il y avait notamment des hacks qui étaient de plus en plus développés justement pour hacker à distance les signaux vidéo pour justement permettre de voir qu'est-ce qui se passe sur le PC, par exemple, de votre voisin ou des choses comme ça.
Alors, custom firmware, donc ça c'est une reprogrammation du contrôleur de la carte DMA qui lui donne l'apparence d'une carte son ou un réseau légitime. En fait, ça va être concrètement ce qui est le plus utilisé sur Faceit à l'heure actuelle. C'est des firmware. On est toujours dans l'utilisation de cartes DMA, mais c'est un firmware qui va permettre à Windows de reconnaître la carte DMA comme une simple carte audio ou Ethernet pour complètement berner, en tout cas passer complètement sous les radars de Faceit. Et ensuite, on a l'iVision et l'Androino Mousse Movers. A priori, c'est une caméra, une carte d'acquisition vidéo qui est gérée par une IA externe qui envoie des commandes physiques pour aider au tir notamment. Et pareil, là, il n'y a aucun accès à la mémoire. Hein, c'est juste quelque chose qui se gère complètement en externe. C'est-à-dire, c'est juste une caméra qui va venir filmer votre image et qui va envoyer des instructions à votre souris, par exemple, directement sur le jeu pour tirer automatiquement sur votre ennemi. Dans la partie 3, j'avais prévu de parler de pourquoi Valve et Faceit n'éradiquent pas la triche. Donc là, on est vraiment dans un système un petit peu assez similaire à ce qu'on peut retrouver dans le sport. C'est-à-dire que concrètement, à partir du moment où on a un jeu qui rapporte de l'argent, on va avoir des gens qui essayent de tricher d'une façon ou d'une autre pour contourner les règles et, on va dire, être les plus performants, ou en tout cas pouvoir tirer le plus de bénéfices de ce jeu. C'est un petit peu comme dans le vélo, le foot, etc. Mais souvent, ces gens, ou en tout cas ces triches, ont un petit peu d'avance sur les développeurs. Ce qui fait que, en fait, toutes les mises à jour qui sont faites à l'heure actuelle sont très en retard sur les technologies déployées par les tricheurs. Et du coup, on n'arrive pas du tout à les repérer. Après, on va retrouver aussi les politiques de ces compagnies, hein, notamment Valve, pas d'intrusion dans la vie privée des joueurs. Et du coup, c'est un petit peu une bonne excuse pour ne rien faire et vous laisser jouer avec des tricheurs. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur, on va dire, sur la vente de leurs skins, mais le jour où il y aura un impact, je pense, on les verra appliquer quelque chose assez rapidement dès qu'il y aura une incidence monétaire sur leurs produits. Puis après, effectivement, il y a la peur du faux positif. Hein. C'est concrètement, ces gens-là, ils ont peur on va dire, du procès, notamment s'ils venaient à bannir quelqu'un qui a une centaine de milliers d'euros ou de dollars de skins. Je pense que concrètement, la personne, elle n'hésiterait pas à faire un procès à Valve. Après, c'est un faux débat. Hein. Concrètement, c'est presque une excuse parce que si Valve voulait vraiment, il donnerait les moyens de bannir les comptes, ou en tout cas, ne serait-ce que pour jouer sur les plateformes, enfin, on va dire sur les modes officiels, et puis laisser ces gens-là pouvoir trader leur stuff comme ils veulent. Je veux dire, un peu comme c'était fait à l'époque où les gens qui étaient vague ban, ils pouvaient pas jouer sur les serveurs officiels, mais ils pouvaient quand même continuer à jouer sur des serveurs non officiels. Ça empêchait pas de jouer. Là, ils pourraient faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils pourraient bloquer ces gens sur les plateformes officielles, mais les laisser faire du trade, etc. Mais juste les faire en sorte qu'ils puissent pas jouer sur premier, quoi. Par exemple. Mais c'est là qu'on voit qu'il n'y a quand même pas de volonté non plus de Valve de faire quelque chose dans la matière. Et puis, du coup, on va se retrouver effectivement avec des vagues de bans, ce qui est le cas actuellement. En fait, dès qu'il y a une mise à jour, il y a des vagues de bans, mais souvent, malheureusement, c'est pas forcément des bans pour triche. Ça va être plutôt des gens qui farment, des choses comme ça. J'ai déjà eu dans certains matchs des bans immédiats. En général, les bans immédiats, ça se fait parce que typiquement, la personne... Par exemple, moi, je suis en T, l'autre est en CT. Va y avoir une smoke entre nous deux. Plus je l'ai flashé à ce moment-là et lui arrive quand même à me mettre un HS. Ça, c'est le genre de situation qui peuvent faire qu'il y ait un ban de façon instantanée. Concernant Valve, s'il n'y a pas de limitation de compte, c'est-à-dire que vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez. Donc, même s'il banne un compte qui triche, par exemple, la personne peut recréer un autre compte à côté. Après, bien sûr, ça inclut le coût du Prime. Et après, concernant Faceit, en fait, de plus en plus de gens achètent des cartes DMA pour contourner les limitations de l'anti-cheat Faceit, malheureusement.
Et comme on l'a dit, il n'est pas difficile via un firmware de pomper son ordinateur et donc derrière l'anti-cheat de Faceit. Il ne faut pas oublier non plus que les gens qui font les cheats et les firmware, notamment qu'on parlait pour les cartes DMA, ils les vendent. Ils les vendent, donc c'est une grosse industrie aussi. Ça représente des milliers d'euros. Actuellement, voilà, on va parler de ça dans la 4e partie maintenant. La 4e partie qui, moi, m'exaspère personnellement, c'est pourquoi nos influenceurs préférés CS2 minimisent complètement le problème. Moi, c'est quelque chose qui m'exaspère beaucoup. D'ailleurs, je me suis désabonné de certains, notamment pour avoir plaidé qu'il n'y avait pas de cheat, qu'il n'y avait pas de triche sur Counter-Strike. Certains ont dit ça. Je balancerai personne. De toute façon, je suis tellement petit au niveau de mon compte que la personne ne viendra jamais voir ma vidéo et ne se reconnaîtra jamais. Mais ouais, non, c'est quelque chose que j'ai entendu récemment et moi, ça m'exaspère. Je préfère malgré tout un influenceur qui parle de ce problème-là en disant voilà, existe, on n'en peut plus, on en a marre. Après, dans l'ensemble, malheureusement, même s'il y a des périodes ou des vidéos qui sont très négatives sur le cheat, souvent elles sont toujours suivies de vidéos très très positives en mode il y a eu une super mise à jour, il y a eu une vague de ban énorme. Mais souvent, ce qu'ils essaient et ce qu'ils oublient de préciser, c'est que ces vagues de ban concernent uniquement les grosses fermes de minage de caisse et pas du tout les cheaters, malheureusement. Après, c'est difficile, je veux dire, c'est difficile pour les gens qui dépendent économiquement de CS2 et souvent qui sont associés à des sites de revente de skins, de faire de la mauvaise pub à CS2. S'ils commencent à faire de la mauvaise pub sur CS, ça va déjà retirer des joueurs. Et puis derrière, ça veut dire que potentiellement aussi une diminution des clics sur leurs vidéos, une diminution de la valeur de leur skin. Et ils n'ont qu'un intérêt à voir leur inventaire perdre en valeur. Et puis concrètement, critiquer Valve ou Faceit, ça veut dire aussi ne plus être invité potentiellement aux différents événements de Valve et Faceit. Je pense que là, on a dit en gros toutes les raisons qui peuvent faire que les influenceurs ne parlent pas trop, voire ont un déni complet sur la triche. Sur CS2, ils sont aussi souvent touchés. Je regardais par exemple hier un stream de Malek et il jouait donc en live et du coup, je pense qu'il a eu un doute à un moment s'il s'était fait streamac parce qu'il avait fait plusieurs parties où à chaque fois l'équipe adverse était toujours au bon endroit au bon moment. Et ouais, ça fait juste de la peine en fait de voir l'état de la communauté, on va dire, de CS2 à l'heure actuelle. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas parlé effectivement sur ma vidéo là. C'est le streamac. Le streamac qui est aussi une triche parmi tant d'autres. Sûrement pas la pire, sûrement pas la plus utilisée, mais aussi une des plus simples à mettre en place. C'est-à-dire que vous repérez en face, vous jouez, je sais pas, sur un match Faceit, vous repérez un joueur, je sais pas, de votre nationalité ou en tout cas quelqu'un que vous avez le doute que c'est un influenceur, et puis vous allez juste checker s'il est en train de streamer, et puis vous checkez les infos directement sur son stream. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la triche la plus utilisée, sachant que c'est tellement facile maintenant de mettre en place une carte DMA où vous allez avoir les mêmes infos que si vous streamez directement sur un écran secondaire. C'est vraiment... Mais en tout cas, tout le monde est touché, quoi. Les influenceurs, comme les autres, malgré les abonnements Platinum, Premium, Diamond, tous les abonnements que vous pouvez avoir, vous n'êtes pas du tout à l'abri des cheaters, bien au contraire. Et pour conclure, effectivement, c'est le triche sur CS, c'est quelque chose qui partira probablement jamais à 100%, c'est sûr. Après, il y a concrètement zéro volonté ni de Steam ni de Faceit à l'heure actuelle de supprimer la triche. Ça fait des mois que je reporte des tricheurs avérés où j'ai fait des analyses de démos via IA et concrètement, ils ont des temps de réponse qui sont comment dire, réalisables de façon humaine, où il y a des vrais problèmes entre le niveau réel de la personne, les déplacements et le fait que la personne
au niveau du shoot, elle arrive à shooter quasiment de façon à 100% dans la tête ou des choses comme ça. Et sur toutes les personnes que j'ai report, pour de la triche, j'ai zéro ban. Zéro ban. Et je crois que j'en suis genre à 40 reports ou quelque chose comme ça. Les seules personnes qui sont ban, ce sont des personnes qui ont été report beaucoup de fois en fait, via des influenceurs qui sont plus centrés sur la triche et sur l'analyse de vidéos. Et du coup, ça permet justement d'avoir toute une communauté qui, eux, vont aller report. Et dans ce cas-là, oui, Faceit intervient. Je pense que ça amène une mauvaise image. Mais voilà, moi, de mon côté, je suis tellement petit que j'ai aucun impact sur les tricheurs. Et après, il y a aussi ce qu'on veut au niveau de la communauté. Hein. Je veux dire, c'est soit on se bat contre la triche, donc on reporte, on fait des choses pour combattre, des démos, on fait tout ce qu'on peut, quoi. Soit on accepte et puis on se met à tricher, puis du coup on pourrit encore un peu plus le jeu et l'écosystème. Et après, il y a tout le côté aussi, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour qu'on ait un jeu sans tricheur? Est-ce qu'on est prêt à donner sa carte d'identité? Est-ce qu'on est prêt à avoir un logiciel qui va scanner toutes nos données personnelles? Il y a des alternatives, hein. Il y a Riot notamment qui est arrivé à faire un anti-cheat qui tient le coup, quoi, qui permet d'être un petit peu plus performant au niveau de la lutte contre les tricheurs. Malheureusement, si on veut vraiment, à l'heure actuelle, ne pas avoir de tricheurs, peut-être qu'il faut se tourner plus vers Valorant. Puis après, dans les solutions si vous voulez rester quand même sur CS2, hein, c'est ce que je fais, moi, pas parti sur un autre jeu, c'est améliorer votre niveau si vous jouez tout seul. Privilégier plutôt les matchs en équipe, parce que concrètement, quelqu'un qui a un Radarak, un Wallach, etc., si vous arrivez à vous coordonner pour l'attaquer à 2, voire 3 en même temps, il a aucune chance. Il a aucune chance. C'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est ça qui vous donnera un avantage sur le tricheur. Donc effectivement, privilégiez plutôt un entraînement régulier, une progression de votre niveau, de vos compétences. Parce que concrètement, il n'y a que ça qui va faire que vous allez pouvoir surpasser le tricheur. J'en ai fini pour cette vidéo concernant la triche sur Counter-Strike. J'aurais essayé de développer au maximum tous les styles de triche que vous pouvez trouver sur Counter-Strike. Bien sûr, c'est un peu approximatif, c'est en fonction de mes recherches et aussi de mes connaissances. Malheureusement, je n'ai pas de connaissances très poussées sur la triche. J'ai essayé aussi d'apporter un maximum de solutions pour vous, que vous puissiez combattre les tricheurs. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder mon autre vidéo sur comment report un cheater en utilisant l'IA. Si tu es arrivé jusqu'à ce point de cette vidéo, merci de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.